Farida Setiti nous a rejoint sur ce plateau. On parle donc Bonsoir. de cette stratégie économique à l'égard des entreprises. Monsieur Moscovici, vous êtes donc ministre de l'économie et des finances. Vous êtes aussi un élu de Sochaux-Montbéliard, fief de Peugeot, donc l'automobile, l'industrie automobile, vous connaissez. Il est question de fermer l'usine PSA d'Aulnay. À votre place, la semaine dernière, il y avait Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste. Écoutez ce qu'il dit. PSA Aulnay, c'est un très bon exemple, parce que ça fait 20 ans qu'on leur dit « Ah, mais vous inquiétez pas ». Et d'ailleurs, je pense que M. Montebourg, il devrait faire attention un peu, parce que à force d'aller voir des entreprises en disant les problèmes vont être réglés, comme ça, ça commence à faire du sous-Sarkozy et on voit où ça mène. Donc, moi, je serais beaucoup plus attentif et beaucoup plus modeste là-dessus, et dire des choses vraies. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'emploi. Donc, il faut reconvertir lourdement cette économie-là, aller chercher des voitures écolo, aller faire en sorte qu'on soit dans des innovations sur des matériaux, y compris en chimie verte. Il y a beaucoup de sujets, sauf qu'on est tourné vers le passé à faire semblant de le conserver et on démontre en plus l'inutilité de la parole politique, alors qu'on a des centaines de milliers d'emplois qui, tout à la fois, qui maintiendraient ces emplois, justement, ça aurait une vraie efficacité et puis protégerait la planète. Donc voilà les enjeux écologistes. Alors, est-ce qu'il n'a pas raison, sachant qu'en France, on produit plus de voitures qu'on en vend? Est-ce qu'on va continuer à financer des emplois qui, à terme, vont être supprimés? Je peux comprendre tout ce qu'il dit sur les emplois verts, sur la transition énergétique, écologique, sur la nécessité de préserver la planète. Nous sommes alliés, associés, vous le savez, dans ce gouvernement, aux écologistes, et nous avons une volonté ferme d'aller dans ce sens-là. Par exemple, en réduisant la part du nucléaire dans l'électricité produite en France de manière résolue, et des décisions seront prises dans ce sens-là. Mais en même temps, non, il y a une chose avec laquelle je ne peux pas être en accord, c'est de considérer que l'industrie automobile en France, c'est du passé. Absolument pas. Alors, et donc, ça veut dire qu'il faudra prendre des mesures dans le mois qui vient. C'est-à-dire lesquelles? Première chose, s'agissant de PSA, qui est une entreprise, une grande entreprise privée française, c'est une situation que nous suivons, plusieurs membres du gouvernement. C'est le cas de Michel Sapin, le ministre du Dialogue social. C'est le cas d'Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif. C'est le mien, avec une volonté qui est une volonté de faire en sorte que cette entreprise s'en sorte, que cette entreprise soit forte. Elle l'est, elle a des ressorts très puissants. Et puis, nous traitons cette situation. Et puis, il y aura aussi une concertation, une consultation des organes statutaires de ces entreprises. C'est quand même vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des syndicalistes que doivent être faites les annonces et qu'elles doivent être discutées. Et puis enfin, il y aura un plan pour l'industrie automobile. Arnaud Montebourg l'a dit, mais parce qu'il est fondamental. Concernera quoi, ce plan? Écoutez, franchement... C'est des mesures fiscales, c'est des mesures d'aide, c'est... Là où nous sommes maintenant, nous sommes devant des interrogations, des rumeurs. Moi, je ne veux pas les conforter, je ne veux pas les entretenir, je ne veux pas parler de tel ou tel... Monsieur Moscovici, on sait très bien que la semaine dernière, PSA Aulnay va fermer. La semaine dernière, il y a eu des rumeurs, parties comme ça de l'affirmation d'un élu que je connais bien, qui est un bon élu, qui est le maire de Chartres de Bretagne, et puis ça a fait chuter le cours de 7%. Vous comprenez qu'à ma place, qui est celle de ministre de l'économie et des finances, je ne dis qu'une chose, nous ne laisserons pas tomber l'industrie automobile française. Nous avons confiance dans PSA et nous voulons qu'on trouve les solutions les plus équilibrées, en même temps respectueuses de l'emploi, parce que ces emplois-là sont des emplois très importants pour le pays. Alors, et il y aura par ailleurs des mesures structurelles pour cette industrie, qui est une industrie stratégique, parce qu'il y a à la fois les constructeurs que vous évoquez, puis derrière, toute une sous-traitance, une filière automobile qui représente quand même 700 000 emplois dans ce pays. Et puis l'automobile, c'est un produit particulier. C'est un produit qui est un peu c'est le pavillon français. Mais ce n'est pas exact qu'on n'en vend pas. Il y a des adaptations à faire sur les produits, sur les gammes de véhicules. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce constructeur a pu être victime aussi d'un certain décrochage du marché, notamment dans l'Europe du Sud. On sait tout ça. Nous avons confiance, nous travaillons et nous ne laisserons pas tomber l'industrie automobile française, qui en même temps a en elle-même des ressorts puissants. Ce sont des entreprises qui sont des entreprises solides. C'est une entreprise qui a du ressort. Alors, toujours à propos d'emploi, le rétablissement des charges sociales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés, François Roubaud, patron de la Confédération des PME, estime que c'est une très, très mauvaise idée. Pour les entreprises. Le souci, c'est que les entreprises de 50 à 99 salariés, c'est elles qui font le plus d'heures supplémentaires et dans le même temps, c'est elles qui font le plus d'embauches. Et donc, on va taper dans cette partie forte d'entreprises de taille un peu de 50 à 99 qui, elles, créent l'emploi, qui font des heures supplémentaires et qui embauchent. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-François Roubaud? J'ai entendu divers arguments à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, où sont maintenant groupés beaucoup de ténors de la droite, de l'UMP, et ils parlaient beaucoup du pouvoir d'achat. Mais
Si on se place sur le terrain qu'évoque le président Roubaud, qui est un homme que je respecte, avec qui nous voulons travailler, parce que je le répète à nouveau, les PME, PMI, les entreprises de taille intermédiaire sont celles que nous voulons voir grandir, et ce sont celles dont nous avons besoin, car quand on se compare à l'Allemagne, c'est là où est notre déficit en termes de tissu productif industriel. Mais là où je ne le suis pas, c'est sur la question de l'emploi. Parce que justement, ces heures supplémentaires défiscalisées, et ça a été montré par plusieurs études, ont été une incitation à ne pas embaucher. Parce que quand un patron se trouvait dans une situation où il pouvait avoir, je veux dire de façon gratuite, des heures supplémentaires, plutôt que d'employer quelqu'un en CDI, surtout dans une période difficile, il ne le faisait pas. Et donc ça a été hostile à l'emploi, ça a été contre l'emploi. Et c'est justement parce que notre priorité à nous, c'est l'emploi. C'est ça, l'emploi, que nous supprimons cette mesure tout en la réservant pour les entreprises de moins de 20 salariés, qui sont celles qui en ont encore besoin et qui ont besoin de ces souplesses. Mais est-ce que vous croyez vraiment, vous savez très bien que dans l'activité industrielle d'une entreprise, il y a des périodes de pointe, puis il y a des périodes plus calmes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un chef d'entreprise va créer des emplois en CDI, comme vous dites, alors qu'il n'a pas l'utilité de ces emplois en permanence tout au long de l'année? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance de votre part à l'égard des entreprises? Là, vous avez l'air de dire, finalement, ils profitaient d'avantages sociaux pour ne pas embaucher. Non, je pense que ce n'est pas les entreprises que je mets en cause, ce sont les pouvoirs publics. C'est le gouvernement précédent, c'est le président précédent. Souvenez-vous, il disait... si l'entreprise n'embauchait pas, c'est pas lui qui décidait. Il disait de travailler plus pour gagner plus. Et sa principale mesure a été une mesure qui était hostile à l'emploi, parce que ça offrait une facilité. Mais vous savez, tout ce qui concerne les heures supplémentaires ne disparaît pas. Au contraire, la majoration des heures sup, elle est là. Ce qui n'existe plus, c'est une forme d'aide de l'État. Et donc, et en plus, pour les entreprises vraiment, les petites pas de méfiance à l'égard des entreprises. Il y a au contraire de notre part un soutien ardent aux entreprises qui se manifestera y compris sur le plan fiscal, parce que nous ne voulons pas traiter de la même façon les PME, PMI, celles qui investissent, celles qui mettent les résultats de l'entreprise dans... concrètement, ça veut dire qu'on va traiter différemment les entreprises qui distribuent des dividendes et celles qui réinvestissent dans l'entreprise. Et ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas forcément, mais ça c'est le PLF 2013, le même taux d'impôt sur les sociétés pour les entreprises en fonction de leur taille. C'était dans le projet de François Hollande. Et qu'on soit clair, je l'ai dit, moi je me suis rendu à une manifestation qui s'appelait Planète PME organisée par la CGPME. Nous voulons aider les PME, PMI, les entreprises de taille intermédiaire dans ce pays, parce que ce sont elles qui sont les créatrices d'emplois dans ce pays. Ils n'ont pas ce sentiment justement, puisque toujours selon Jean-François Roubaud, il dit que ces entreprises subissent la double peine. Non seulement la TVA sociale a été supprimée, donc ce qui veut dire des charges en plus, et en plus, on taxe les heures supplémentaires. Écoutez-le. Je vais demander, lors du sommet social que nous avons, il va bien falloir transférer maintenant une partie des charges salariales patronales et salariales, patronales plutôt, pardon, sur autre chose que pour financer la protection sociale, autre chose sur les salaires. En augmentant le coût du travail, est-ce qu'on n'est pas en train de plomber la compétitivité des entreprises françaises, M. Moscovici? Alors, première des choses, il y a un débat qu'il faut avoir, et nous l'aurons dans la conférence sociale dès demain. Je suis moi-même responsable, avec Benoît Hamon, d'un atelier qui porte sur cette question des salaires, du partage de la valeur ajoutée. Y a-t-il ou pas un excès du coût du travail, notamment pour les PME, PMI en France? Votre avis? Ce sujet, il est discuté. Et je pense qu'il est discutable. C'est-à-dire que, d'après les chiffres que j'ai, il est exact que quand on compare la France et l'Allemagne, nous avions un avantage net il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes revenus à peu près à parité. Et je crois en effet qu'il ne faut pas alourdir davantage le coût du travail. Pour certaines entreprises, dans certains secteurs, ça peut être le cas de certaines entreprises industrielles, notamment de grandes entreprises exportatrices, ce problème peut se poser. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut traiter ça par la concertation. Mais je redis à M. Roubaud qu'il a tort de se défier de nous. Nous aurons une politique résolument favorable à l'entreprise, à l'esprit d'entreprise, aux petites entreprises. En même temps, je reviens quand même sur les comptes publics. Regardez la situation comme elle est. Nous héritons d'une situation de finances publiques formidablement dégradée. Si rien n'était fait, on aurait eu 5,2% en 2011, 5% en 2012, autrement dit, rien comme réduction pour l'année qui est là, ou presque rien. Et il fallait faire un effort. Et il fallait faire un effort aux recettes. Cet effort, il est exactement partagé entre les ménages et les entreprises. Et je reconnais volontiers qu'on s'en serait passé. Croyez-moi, si le travail avait été fait, si nous n'avions pas eu ces recettes sous-estimées, il n'y aurait pas de collectif budgétaire. Mais nous devons agir. Et nous devons agir dans cet esprit d'équilibre en ne cassant pas une croissance fragile et en même temps
en rétablissant les comptes publics. Alors il faut avancer parce qu'il nous reste 3 minutes. Mais justement, la protection sociale, M. Moscovici, est-ce qu'elle doit être exclusivement prise en charge par les charges justement patronales et salariales sur le salaire? Et il y aura un débat sur la protection sociale aussi. Je veux dire simplement que de ce point de vue-là, je parlais de maîtrise des finances sociales. Encore une fois, bilan, héritage, comme vous voulez, on en parlera peut-être avec Xavier Bertrand tout à l'heure. Il sait quand même de quoi on parle. Oui. Il y a eu 158 milliards, vous m'entendez, 158 milliards d'euros de déficit de la branche vieillesse et du régime général en 10 ans, 20 milliards cette année. Et donc nous allons maîtriser ça, notamment en contrôlant ce qu'on appelle l'ONDAM, pour les dépenses d'assurance maladie, à 2,7%. Mais comment vous allez faire? Il y a la réduction de remboursement? Non, justement pas. Parce que je parlais tout à l'heure de justice. Effort dans la justice. Pas de franchise médicale, non. Pas des économies sur les dépenses et des économies sur les médicaments notamment. Et ça supposera une politique que Marisol Touraine mettra en place de maîtrise solide et concertée. Ça veut dire des remboursements encore des médicaments? Je viens de vous répondre que non. Mais justement, à propos de justice, vous prévoyez peut-être des tarifs sur le gaz, l'électricité, l'eau qui permettraient dans les premières consommations de payer moins, de façon que les plus démunis payent moins, et puis ensuite, quand on consomme beaucoup, on paiera beaucoup plus cher. Est-ce qu'on pourrait imaginer des remboursements modulés de soins de santé en fonction des ressources? Vous savez, moi je suis un ministre, je disais tout à l'heure, sérieux et aussi loyal, et qui appartient à un collectif, et ce n'est pas moi qui fera, jamais, des annonces prématurées. Mais le budget de la sécurité sociale dépend de vous. Encore moins des improvisations. C'est entre Jérôme Cahuzac, Marisol Touraine, moi-même, sous le contrôle du Premier ministre, que des choses se feront. Mais là, vous nous donnez une idée. Mais je reviens sur le gaz. Ne dites pas non, en tout cas. Non, je dis ni non ni oui. C'est une idée qui vous appartient. Et non, c'est une question. Mais je vais parler par contre de ce que je connais, c'est-à-dire le gaz. Il est question là d'augmenter, c'est ce que demande GDF Suez, le prix du gaz de 4,4%, plus un rattrapage de 2%. Et nous disons, avec le Premier ministre, que nous ne voulons pas que ce soit ceux qui justement ont déjà leur pouvoir d'achat obéré, parce que le pouvoir d'achat est dans une situation très difficile dans cette année 2012, et donc nous ne sommes pas favorables à ça. Le prix du gaz n'augmentera pas de plus de l'inflation, et il faudra étudier avec GDF, Suez, des mécanismes qui soient des mécanismes justes, qui justement soient progressifs en effet, cela avant la prochaine saison de chauffe. Dernière question, 1 minute. Bon, sur le pouvoir d'achat quand même. Demain, vous allez présider une table ronde, vous allez animer plutôt une table ronde intitulée « Assurer des systèmes de rémunération de justice et efficacité ». C'est ça? Oui, c'est ça. De justice efficace. Alors François Chérec a relevé des anomalies. Regardez. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que le SMIC n'est plus un salaire d'embauche. Le SMIC est un salaire de carrière. On fait carrière au SMIC, c'est insupportable. Et notre difficulté avec le SMIC, c'est qu'il y a trop de salariés au SMIC. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 milliards d'euros d'aide aux entreprises sur les bas salaires. Moins vous payez un salarié, plus l'État vous aide. Quelle solution? Vous avez une ébauche de solution là-dessus? J'en profite pour faire un petit point de méthode sur ce qu'est cette conférence sociale demain. Ce n'est pas une grand-messe qui durera 24 heures avec ouverture du président et puis clôture du Premier ministre. C'est un processus qui va s'ouvrir. Et il faudra entendre ce que tous ont à dire. Ce qu'ont à dire les représentants patronaux. Et j'écoutais Jean-François Roubaud avec intérêt. Ce qu'ont à dire les syndicalistes, Chérec, mais tous les autres. Et il faudra à partir de ça essayer de dégager un processus qui permet de remettre l'appareil social et productif en marche. Et donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que nous assumons tout à fait d'avoir redonné un coup de pouce au SMIC. Ça faisait des années qu'il n'en avait pas eu. Ah, mais il n'est pas contre, hein, mais il dit... voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être dans une politique qui est une politique de justice. Ça passe par cet effort pour ce salaire qui est un salaire de référence étalonné, qui n'avait pas connu de coup de pouce depuis très très longtemps. On va passer à la séquence suivante. Merci Farida. L'interview du Point, on va parler de l'Europe.